L'argent. Nous passons le plus clair de notre vie à travailler pour en avoir. C'est l'étalon qu'on utilise généralement pour mesurer notre succès. Même si en avoir un paquet n'achète pas le bonheur, ça peut acheter ça, ça, ça ou encore ça. Posséder de l'argent nous permet de répondre à nos besoins les plus basiques, comme manger, se loger ou s'habiller. Autrement dit, il gouverne la plupart des aspects de notre vie. Il y est d'ailleurs devenu si omniprésent que nous ne questionnons même plus son existence ou sa légitimité. Pourtant, avoir un système économique équitable n'est possible que si la monnaie utilisée dans ce système l'est aussi. Mais qu'est-ce qu'une monnaie équitable ? Et est-ce que notre monnaie, l'euro, et l'ensemble des monnaies qui nous sont délivrées par les États peuvent être considérées comme telles ? Pour comprendre cela, nous devons remonter à ce qui a été le moteur de l'utilisation de la monnaie. Autrement dit, pourquoi avons-nous eu besoin d'argent ? Pourquoi utilisions-nous de l'or et de l'argent par le passé, et pourquoi les avons-nous troqués contre des monnaies dites fiduciaires, c'est-à-dire qui n'ont de valeur que grâce à la confiance qu'on leur accorde ? Autant de questions que l'on se pose très peu, mais qui pourtant sont fondamentales pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Pour répondre à toutes ces questions, remontons dans le temps avant même que nous n'ayons de monnaie et que nous nous organisions en tribus. En leur sein, la diversité naturelle des individus s'exprimait par le fait que chacun disposait de prédispositions différentes des autres. Il est apparu très rapidement que, plutôt que chaque individu soit autosuffisant et donc doive subvenir à toutes les tâches nécessaires à sa survie, il était plus efficace que chacun ait un rôle déterminé par ses capacités propres. Grâce à la collaboration, qui se base sur l'idée de réciprocité, chacun apportait aux autres ses compétences et services en échange des compétences et services des autres. C'est alors que le troc est né. Il en va de même lorsque l'on se place à l'échelle des territoires habités par différentes tribus, qui possèdent certaines ressources naturelles en abondance, alors que d'autres y sont plus rares, favorisant donc l'échange interrégion ou intertribus. Pour que de tels actes d'échange consentis aient lieu, les deux parties prenantes de l'échange doivent estimer que la valeur du bien de l'autre est plus grande que celle du bien possédé, de telle sorte que dans cette opération, les deux parties dégagent un bénéfice net. Pour que ce procédé fonctionne, il faut donc que deux personnes voulant le produit ou service de l'autre se rencontrent, ce qui en pratique est une coïncidence assez rare. Par exemple, si Bob possède une montre et cherche une veste, et si Alice convoite cette montre mais n'a que des gants, comment peuvent-ils réaliser cet échange ? C'est pour remédier à ce problème que nous avons découvert l'échange indirect qui, comme on le verra bientôt, va engendrer la naissance des monnaies. Pour satisfaire le besoin de Bob, Alice va donc chercher à échanger sa paire de gants contre la veste de quelqu'un d'autre, pour ensuite échanger la veste avec Bob. Elle n'a donc pas réalisé le premier échange pour le produit qu'elle voulait, mais pour un produit qui lui permet d'obtenir ce qu'elle voulait auprès de Bob. Ce procédé, qui à première vue peut sembler être une complication plutôt qu'une solution générale au problème du troc, a en fait, comme nous allons le voir maintenant, permis l'émergence du concept de monnaie. En effet, imaginons par exemple que Bob ait réussi sa vie et possède une Rolex. Finalement, lassé du bling-bling et aspirant à une vie plus simple, il souhaite la revendre contre des poules, des vaches et un cheval de trait. Comme il lui sera très compliqué de trouver tous ces animaux chez un même vendeur, et surtout contre une Rolex, Bob va donc échanger sa Rolex contre un produit qu'il pourra ensuite très facilement rééchanger contre ce qu'il désire, c'est-à-dire un produit qui est fortement demandé. Sur le marché, il existe un vaste choix de tels produits, et Bob le choisira certainement en fonction de la facilité qu'a le produit en question à se diviser, se transporter ou encore se conserver. Il est clair que les denrées les plus commercialisables, c'est-à-dire se revendant le plus facilement, seront progressivement sélectionnées comme support d'échange. À mesure qu'elles le deviennent, la demande pour ces dernières augmentera de plus en plus, ce qui fera également augmenter leur valeur. Un plus grand potentiel commercial entraîne donc une utilisation plus large en tant que support de transaction, ce qui entraîne un encore plus grand potentiel commercial, et seuls quelques biens deviennent dès lors utilisés comme monnaie d'échange. Au cours des siècles, de nombreuses monnaies d'échange ont été utilisées, comme le tabac, les perles, les céréales, le thé ou le cuivre. Mais finalement, l'or et l'argent ont pris le dessus sur les autres. Ici, il est important de préciser que ces derniers se sont imposés comme monnaie d'échange face à la libre concurrence de tous les autres biens qui auraient pu servir le même but. D'après Rothbard, le développement cumulatif d'un moyen d'échange sur le marché libre est la seule façon dont l'argent peut s'établir.
l'argent ne peut naître d'aucune autre manière, ni par la décision soudaine de chacun de créer de l'argent à partir de matériaux inutiles, ni par le gouvernement qui appelle des bouts de papier argent. Dès lors, si par le passé notre monnaie était basée sur des biens très concrets et décidés par le marché libre, comment en sommes-nous arrivés à la troquer contre une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire qui n'a de valeur que celle qu'on lui donne ? La réponse à cette question est en réalité très simple et vient du pouvoir de coercition qu'ont les États vis-à-vis de leurs citoyens et d'autres États. Un exemple parfait en est donné par les récentes fluctuations du cours du rouble. En effet, lorsque la Russie commença à envahir l'Ukraine, de nombreuses sanctions économiques, dont notamment l'exclusion des banques russes du système SWIFT, ont fortement fait baisser la valeur du rouble en empêchant tout bonnement son utilisation. Cependant, dès que Poutine imposa que le paiement du gaz qu'il vend à certains pays européens soit effectué en roubles, la demande pour le rouble a de nouveau augmenté. Ceci s'est très rapidement reflété sur sa valeur qui est maintenant plus haute qu'avant même le début de l'invasion. De la même manière, au sein d'un pays, l'État n'hésitera pas à utiliser la force sur ses habitants pour les contraindre à payer leurs taxes avec la monnaie nationale. Cela crée une demande pour cette monnaie et lui donne donc une valeur certaine, celle de ne pas finir en prison. Ici on voit que, ironiquement, ces monnaies qui sont dites fiduciaires, c'est-à-dire fondées sur la confiance, sont en réalité entièrement fondées sur la contrainte. L'État utilise donc le monopole dont il dispose sur l'utilisation de la violence pour acquérir le contrôle de la monnaie. À la différence de l'or dont la quantité totale ne peut être changée que par la découverte de nouveaux filons, l'État, lui, peut donc changer la quantité de monnaie à sa guise en imprimant plus de billets ou en retirant de la circulation. L'impression est généralement l'option la plus utilisée étant donné qu'en plus de permettre aux États de se financer gratuitement, elle leur permet également de noyer leurs dettes, toujours grandissantes, dans l'inflation. C'est précisément pour contrer le monopole étatique et redonner la souveraineté de la monnaie à l'individu qu'un dénommé Satoshi Nakamoto, dont l'identité exacte reste à ce jour inconnue, créa en 2010 le Bitcoin. Le Bitcoin est une monnaie entièrement digitale. À la différence de nos monnaies fiduciaires, le Bitcoin utilise la cryptographie afin de gérer la validation des transactions de manière totalement décentralisée, et de telle sorte que la masse monétaire ne puisse être modifiée par personne. L'inventeur du Bitcoin a donc créé un système permettant de ne plus avoir besoin de faire confiance à une tierce partie, même pas à lui-même, pour maintenir la pérennité de sa monnaie. Depuis, de très nombreuses crypto-monnaies remplissant différents rôles ont été créées. Bien sûr, face à une telle menace, la réaction des gouvernements ne s'est pas faite tarder, et beaucoup essayent donc de contrôler l'utilisation de ces crypto-monnaies qui, de par leur nature même, le sont très difficilement. C'est ici que cet épisode se conclut. On a donc vu comment et pourquoi l'État maintient le monopole de la gestion de la monnaie, et comment la technologie peut nous permettre d'outrepasser ce monopole. Autant de sujets très brièvement abordés ici, qui seront développés dans d'autres épisodes. Encore une fois, si vous êtes arrivé jusque-là, félicitations, et j'ai hâte de voir vos commentaires sur ce sujet. Pensez-vous que nous devrions changer le système monétaire, ou pensez-vous qu'il est juste et équitable tel qu'il est en ce moment ?